Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous poursuivons notre cours. Nous avons vu les méthodes de base relatives aux monocristaux. Nous avons vu la méthode de Bay-Scherer qui concerne les polycristaux. Et nous continuons dans cette optique pour voir comment on indexe les raies de diffraction pour les structures cubiques. Donc, comme vous voyez, donc l'équidistance DHKL d'un réseau cubique, elle s'écrit comme vous voyez sur la figure. DHKL égale à A sur racine de H2 plus K2 plus L2. Vous voyez, donc si on pose Q égale à H2 plus K2 plus L2, on peut écrire, par exemple, DI égale à A sur racine de QI. Et en exprimant les rapports quadratiques D0 au carré divisé par DI au carré, ou ce qui revient au même, QI sur Q0 aux différents modes du réseau, eh bien, on obtient ce tableau. Alors, dans ce tableau, nous avons pour le mode P, le mode I et le mode F, nous avons donc une série, une liste pour chaque mode du réseau. Alors, comment retrouver ce tableau? Il suffit de reprendre le facteur de structure pour les modes, pour les différents modes de cubiques. Alors là, vous voyez ici, par exemple, pour le mode P, nous avons un seul nœud, 0, 0, 0. Le mode I, vous avez deux nœuds, 0, 0, 0 et 1,5. Et le nœud F, et le mode F, pardon, c'est donc, vous avez 4 nœuds. Alors, sur ce tableau, on porte les indices HKL dans la somme décroissante, comme ça, la somme des carrés décroissante, ou la somme décroissante, ce qui revient au même. Donc là, nous avons Q égale à 1, 2, 3, la somme des carrés, pardon, la somme des carrés. 4, 5, 6, puis on ne peut pas avoir le 7, on a le 8, le 9, 10, 11, etc. Voilà, vous avez toute la liste ici, on peut aller jusqu'à, voilà, nous sommes arrêtés à 5, 2, 1, mais on peut continuer la liste. Donc ça, ce sont les indices HKL. Et on va calculer le facteur de structure pour les différents modes. Pour le mode primitif, le facteur de structure, il dit qu'il n'y a pas de condition d'extinction, quels que soient les indices HKL. Vous avez la partie réelle qui est égale à 1, la partie imaginaire est égale à 0. Donc f carré est égal à toujours 1. Et le rapport quadratique QI sur Q0, ça vous donne cette liste-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pas le 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous verrez qu'il n'y a pas le 15, 16, et ainsi de suite. Donc voilà la liste qui est déduite à partir du facteur de structure pour le mode P. Pour le mode I, là nous avons la partie réelle. Déjà pour les indices dans la somme n'est pas pair, on voit que le facteur de structure est nul. Vous voyez là, 1, 0, 0, c'est 0. 1, 1, 0, donc la somme n'est pas impair, donc c'est pair. Là, nous avons effectivement un facteur de structure non nul. Le carré de ce facteur de structure est égal à 4. Et puis, c'est la même chose pour tous les autres. Tous les autres. Donc, si je fais les rapports quadratiques, le premier, c'est celui-là. Voilà. Je fais QI divisé par Q0, je vais trouver cette liste-là. 1, 2, pourquoi 2? C'est tout simplement parce que
je fais la somme ici, elle est égale à 4. Hein, pardon, elle est égale à 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. Là, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'extinction. Là, donc c'est 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et ainsi de suite. Et là, on remarque que nous avons le 7, nous avons le 8, nous avons le 9. On fait 2 fois le 9 parce que nous avons le 4, 1, 1 et le 3, 3, 0 donnent la même somme en fait. La même somme. En fait, ils donnent la même indice, les mêmes interdistances des HKL. Pour le mode F, alors le mode F, on découvre que les conditions de diffraction nécessitent que les indices soient de même parité. Donc le premier plan qui peut diffracter, c'est le 1, 1, 1. Voilà. Après le 2, 0, 0. Après, il y a le 2, 2, 0 et ainsi de suite. Et là, donc les rapports quadratiques ont donné 1, 1, 33, 2, 66, 2, 65, etc. Voilà donc la liste qui est donnée lorsque vous êtes dans un mode CFC. Et en fait, le facteur de structure, on peut l'écrire pour tous les réseaux. En fait. Ici, nous avons donné 3 modes du réseau, mais en réalité, le facteur de structure, lui, vous pouvez l'écrire pour tous les groupes spatiaux. Vous avez 230 groupes spatiaux, et bien, vous avez donc 230 conditions de diffraction. Pour chaque groupe spatial, vous avez des conditions. Revenons maintenant donc à notre cours. Donc voilà. Donc c'est cette liste-là qui va nous servir pour identifier le mode de notre réseau cubique. Alors, donc là, nous disposons d'habitude d'un diagramme de cliché, de diffraction, de Weierstrass. Et commence l'analyse par les raies transmises, c'est-à-dire les raies qui sont autour du puits. Et là, nous avons donc des mesures L1, L2, L3, L4, L5. Alors, remarquez qu'après, on passe donc aux raies qui sont autour du collimateur, qui sont les raies en réflexion. Et vous voyez que le L5, il est là. Le L6, il est là. L7, L8, vous voyez? Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, lorsqu'on est, dans les raies en réflexion. Donc une fois que nous avons fait ces mesures, eh bien on passe à un tableau. On peut mettre donc les raies en transmission, les raies en réflexion, donc les mesures L1, L2, L3, L4, L5, etc. Ensuite, on calcule les θ en degrés, donc en appliquant tout simplement la relation, L1 sur 4, et lorsque on est en réflexion, c'est 360 moins L4 sur 4, voilà. Et après, on calcule les interdistances des I, en utilisant la relation de Bragg. Alors ici, bien sûr, on prend n égale à 1 toutes les raies. On fait le calcul des décarrés et on fait les rapports quadratiques. On termine par les rapports quadratiques. Donc, une fois on arrive ici, lorsqu'on arrive ici au rapport quadratique, nous sommes en mesure de dire quel est le mode de réseau de notre échantillon. Voilà. Alors, voici donc ici un exemple concret donc, de dépouillement d'un diagramme de Weierstrass. Ici, nous avons utilisé l'arrêt K alpha du cuivre avec 1,54 angstrom. Vous avez les grands L, voilà. Alors, elles sont colorées elles sont colorées différemment, les raies en transmission et les raies en réflexion. Voilà, donc L1, L2, L3, L4, donc ça va arriver jusque-là. Après, ça diminue, voilà la dernière.
Et en mesurant les angles de diffraction, les voilà. Les d, donc toujours avec, selon la relation de Bragg, sont là. Le d carré. Et ensuite, je fais les rapports des quadratiques. D 1, si vous voulez, D0, si vous voulez, sur DI carré, ou bien D1 sur DI carré, c'est comme vous voulez. Si vous considérez que le premier, c'est D1, ce sera D1 sur DI au carré. Si vous considérez que le premier, c'est D0, ce sera D0 sur DI au carré. Et là, voilà donc la liste qu'on obtient. Alors, vous remarquerez que ce n'est la liste, si on la regarde telle qu'elle est, ça ne correspond ni à la première liste, ni à la deuxième, ni à la troisième. C'est-à-dire, on a l'impression que ce n'est ni un cubique simple, ni un cubique centré, ni un cubique à face centrée. Mais si on regarde un peu plus profondément, on peut constater que nous avons quand même une suite, une série là-dedans qui correspond bien. Vous voyez là, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 0, 2, 6,1, 7, 0, 4. Donc ces chiffres-là, si on regarde bien, ces chiffres-là correspondent à un réseau centré. Donc ceci donc suggère qu'en fait, qu'il y a deux réseaux, qu'il y a deux phases dans notre échantillon. Il y a une phase qui, qui vérifie bien la suite, la série pour le réseau centré, puis l'autre phase, il faut la chercher, faut chercher qu'est-ce que c'est. Alors, du moment que nous avons identifié ces raies-là, donc comme étant la raie, donc la première phase, on sait maintenant qu'est-ce que c'est. On va reprendre maintenant la deuxième raie. Donc, cette deuxième raie-là doit correspondre à la deuxième phase. C'est la première de la raie qui correspond à la deuxième phase. Eh bien, je vais l'utiliser comme étant des 1 ou des 0, si vous voulez. Hein, c'est la première. Et je refais encore mes rapports quadratiques en conséquence. Donc là, donc ça devient 1. Et là, je vois que j'ai un 1,33. Bon, celle-là, elle a été identifiée, il n'y a pas de problème. Mais là, donc j'ai un 2,66. Celle-là, elle a déjà été identifiée. Celle-là, c'est la 3,66. Celle-là et celle-là sont déjà identifiées avant, pas de problème. Celle-là, c'est la 5,33, 5,32. Celle-là, elle a été déjà identifiée. Et ces deux-là, c'est 6,31 et 6,64. Alors, ça correspond à un réseau CFC. Donc, finalement, nous avons réussi à identifier toutes les raies. Nous avons identifié deux phases, une phase centrée et une phase face centrée. Maintenant, il suffit d'attribuer à chacune des raies les indices HKL correspondants. Voilà, je prends la première phase, la phase centrée. On a donc la phase centrée, donc c'est la première raie c'est 1, 1, 0, parce que la somme des indices est paire. La deuxième, c'est la 2, 0, 0. Hein. La troisième de 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1, 0, 2, 2, 2, 3, 2, 1. Alors là, je vois que vous êtes un peu étonné de voir qu'en fait, on a l'impression que c'est simple comme ça, on donne, mais on ne donne pas d'explication. Non, non, pas du tout. Vous pouvez vérifier par vous-même que c'est correct. Il suffit de refaire le calcul le quadratique théorique. Alors, tout simplement, vous prenez, par exemple, si vous avez des doutes sur une raie, par exemple, supposons que c'est celle-là, la 2, 2, 2, eh bien, je vais prendre le carré des indices. 2 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré, ça fait 3 fois 4, 12. 12 divisé par 2, la première, ici, ça fait 6. Eh bien, voilà, j'ai bien 6,1. Donc, c'est correct. Donc, c'est correct. C'est bien ça. Si je peux prendre celle-là, je peux vérifier avec celle-là. 3 au carré, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça doit faire 5. Et bien là, voilà, donc 5,02, c'est correct. Donc,
il n'y a pas de problème, donc tout est conforme. Je calcule le paramètre A en utilisant la fameuse relation A, connaissant les indices et le D, HKL, je peux déduire le paramètre A, et là je vois que là, ça me donne un paramètre A qui est sensiblement le même, 2,92, 2,91,6, 2,91, 2, 2. Donc c'est un, un paramètre de maille qui est sensiblement le même, bon, sauf avec des erreurs, bien sûr, des erreurs de mesure. En fait, ça dépend des erreurs de mesure. Et la moyenne, on va la trouver ici. Pour le deuxième réseau, CFC, je fais la même chose. Hein, j'attribue à chaque ray les indices correspondants. Je peux faire les mêmes vérifications avec les rapports quadratiques théoriques. Je dois comparer avec ceux que j'ai calculés et je dois trouver la même chose. Donc là aussi, je déduis le paramètre A. Là aussi, je vois que le paramètre A est le même. Ça, si j'ai des erreurs dans l'indexation, si je donne des indexations erronées, je vais avoir, bien entendu, un paramètre A erroné. Il ne sera pas le même que les autres. Voilà. Donc, voilà comment on analyse un, euh, un diagramme de diffraction de Bayes-Scherrer. Maintenant, on va passer à la méthode du diffractomètre. Alors, la méthode du diffractomètre, c'est toujours un rayonnement X monochromatique, fixé par discontinuité ou par monochromateur. C'est toujours la règle alpha. Et θ est variable. Donc, vous voyez, donc, ici, que ce soit pour le diffractomètre ou la chambre de Bayes-Scherrer, c'est exactement la même chose. Sauf que, bien sûr, le montage est très, très différent. Voilà. Oui, donc l'échantillon est constitué d'un agrégat de petits cristaux à orientation parfaitement statistique. Vous voyez, c'est exactement la même chose que pour la chambre de Bayes-Scherrer ou la chambre de Bragg, en fait. Voilà. Donc, pour chaque angle de Bragg de θ, il existe un nombre suffisant de cristaux qui possèdent un plan HKL qui vérifie la relation, la fameuse relation de Bragg. Voilà. Donc, alors le montage, par contre, lui, il est très différent. Voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. Alors ici, je vous présente un montage. Voilà, donc vous voyez, vous avez le tube, vous avez le filtre, vous avez le collimateur et l'échantillon, donc qui est placé ici, et le détecteur. Et après, vous obtenez, alors, en utilisant un détecteur, vous obtenez des pics. Alors, ce qu'il y a ici de particulier, c'est que l'échantillon doit tourner autour de l'axe avec une vitesse oméga, et le détecteur, lui, il doit tourner avec une vitesse 2 fois oméga. Pourquoi 2 fois oméga? C'est pour que la relation de θ soit toujours vérifiée. Θ de θ soit toujours vérifiée. Pourquoi il faut qu'elle soit vérifiée? C'est tout simplement lorsqu'il y a une diffraction, le détecteur soit en position. Si le détecteur n'est pas en position lorsqu'il y a une diffraction, eh bien, vous avez perdu votre spectre. Donc, ça, c'est le montage dit θ de θ. C'est le montage dit θ de θ. Vous avez d'autres types de montage, un autre type de montage qui s'appelle θ. Alors, le θ, là, je vous donne ce schéma que j'ai tiré à partir de la publicité d'un diffractomètre qui est, euh, qui est commercialisé, que vous pouvez trouver dans beaucoup de laboratoires. Alors, vous voyez donc l'échantillon, il est là. Là, vous avez le tube de rayon X, et là, vous avez le détecteur. Cette fois-ci, le principe, c'est θ. Le tube, lui, il parcourt, voilà, le tube, il fait ce chemin, comme ça, il tourne avec une vitesse oméga, et le détecteur, lui, aussi, il fait la même vitesse, mais dans le sens opposé, oméga, de telle sorte que l'angle d'incidence, bien sûr, égale l'angle diffracté. Voilà.
Donc c'est un peu la même chose, sauf que la différence entre les deux techniques, c'est que ici l'échantillon il est fixe. Là, on n'a pas besoin de faire tourner l'échantillon. C'est c'est très pratique lorsque l'échantillon doit être réchauffé, chauffé pendant l'expérience. Euh, c'est très pratique lorsque, par exemple, vous voulez faire de la diffraction sur des liquides, parce qu'il y a des liquides qui sont cristallins, hein. Donc, cette méthode, elle permet de pallier un certain nombre de problèmes que vous. Voilà. Mais sinon, le résultat est le même, c'est toujours un diagramme avec des pics. Alors, sur ces figures, j'essaie d'expliquer un peu. Alors, ce qui est dessiné ici, euh, alors pardon, l'échantillon, en fait, il peut tourner, mais en horizontal, hein, en fait. On peut le faire tourner en horizontal, mais pas en vertical, hein. Euh, donc, à la sortie du tube, vous pouvez avoir un filtre, tout simplement. Vous avez donc un filtre. Vous avez le collimateur. Puis vous avez ici ce qu'on appelle des fenêtres. Vous avez des fenêtres. Vous pouvez avoir des fenêtres à l'entrée et à la sortie, hein. Vous allez avoir un collimateur à l'entrée, un collimateur à la sortie, hein. En fait, ce qu'on appelle, ce sont des fentes dites de solaire, hein. Ce sont des fentes de solaire. Et à la fin, vous avez le tube. Vous pouvez faire euh, la même chose, vous pouvez faire la même chose. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser un filtre par absorption, vous pouvez utiliser un filtre par monocristal, qui est ici, là. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est un filtre par monocristal. C'est un monocristal qui va sélectionner tout simplement l'arrêt K-alpha 1. L'arrêt K-alpha 2, elle est envoyée ailleurs. Et donc, le faisceau incident, ici, le faisceau incident qui va venir sur l'échantillon sera parfaitement monochromatique. Ici, le faisceau incident n'est pas parfaitement monochromatique, comme on l'avait dit au tout début, puisqu'il comprend les deux raies K-alpha 1 et K-alpha 2. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est toujours la même chose. Vous avez des fenêtres, des fentes de solaire, vous avez le collimateur, vous avez plein de choses, et puis vous avez le détecteur. Voilà. Autre option, vous pouvez placer ce filtre, ce monochromateur, vous pouvez le placer soit à l'avant, comme ici, vous pouvez aussi le placer à l'arrière. Vous avez des montages où ce filtre est placé à l'arrière, donc il est placé là. Voilà. Voici donc un exemple de diagramme de diffraction obtenu à l'aide de ce type de machine, diffractomètre. Vous voyez, donc là, ce n'est plus des raies en des anneaux, hein. C'est des raies, c'est des pics, voilà. Et là, vous avez donc l'intensité. Alors, l'intensité est d'habitude, elle est donnée en unité arbitraire, en fait. Ah, c'est un ordre de grandeur, en fait. C'est pour dire que l'intensité de cette raie est plus grande que celle-là, et puis voilà. On n'a pas besoin de connaître l'unité exacte, c'est une unité arbitraire. Par contre, sur l'ordonnée, ici, à l'ordonnée, vous avez les angles de Bragg de θ, pas θ, de θ. Voilà. Alors, pour identifier maintenant, encore une fois, pour indexer ces raies, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par trouver la position de ces raies, hein. Vous voyez donc ces traits rouges que j'ai placés. Eh bien, ce sont les raies, ce sont les positions des pics. Maintenant que j'ai bien positionné les pics, je peux repérer les angles correspondants, les angles de Bragg, hein, les angles de θ correspondants. Voilà, je peux lire ici 30, je sais pas quoi, 38 peut-être, 39, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, je vais commencer déjà par repérer les angles de θ. Voilà les angles de θ que j'ai trouvés. Ils sont là. Maintenant que j'ai les angles de Bragg, je vais déduire l'angle de θ en divisant par 2 tout simplement. Ensuite, je calcule le D en utilisant la relation
de Bragg, connaissant la longueur d'onde de la radiation, hein, c'est toujours la radiation K-alpha du cuivre, 54,06. Ensuite, je fais le calcul de carré, d au carré, et enfin, j'arrive à la partie qui est les rapports quadratiques. Voilà ce que je trouve. Je trouve donc une série comme ça, 1, 1,34, 2,67, 3,67, 4, 5, 33. Je compare avec ma liste et je déduis en fait que c'est un CFC. Donc la phase était CFC. Donc connaissant maintenant, sachant que c'est une phase CFC, eh bien je peux donc attribuer à chaque pic les indices correspondants. Voilà, le CFC, le premier pic, c'est toujours 1,1,1. Hein. Ensuite, le 2,2, le 2,0,0, le 2,0, etc. Et encore une fois, je peux vérifier si c'est bien ces indices-là et non pas d'autres. Hein. Alors, à titre d'exemple, je vais prendre la dernière, hein, ici, 4,2,2, et je vais refaire le calcul quadratique théorique. Donc ça, c'est un rapport quadratique calculé, hein, ici, pardon. Voilà, celui-là, c'est un rapport quadratique calculé. Là, je vais faire un rapport quadratique théorique, c'est-à-dire, pardon, celui-là, il est déduit de l'expérience. Moi, je vais le calculer. 4 fois 4, 16, plus 4, ça fait 20, plus 4, ça fait 24. 24 divisé par combien ici? Le premier, c'est 3. 24 divisé par 3, ça fait bien 8. Eh bien, je vois bien ici que c'est 8,01. Donc, c'est bien 8, c'est correct. Voilà. Je calcule le paramètre A, et là je vois que je trouve sensiblement la même chose, et en fait là ici avec mon diagramme, j'arrive au troisième chiffre, hein. Troisième chiffre correct, donc la précision elle est meilleure que celle de Baycherer, hein. Vous voyez donc, c'est le troisième chiffre après la virgule qui est différent, hein, vous voyez. Donc là, vous voyez que le diffractomètre, il donne des résultats beaucoup plus précis que la chambre de Bayes-Scherer. Maintenant, une fois que j'ai terminé ce travail, je reviens à mon diagramme de diffraction et je vais placer à chaque raie, je vais placer les indices correspondants. Donc là, ça signifie que j'ai fait une indexation. Là, j'ai indexé mon diagramme. Vous voyez, donc là, j'ai indexé mon diagramme, j'ai indexé tous les pics. Et là, à ce moment-là, donc, j'ai terminé l'indexation du diagramme de diffraction. On va s'arrêter ici, et on va reprendre pour les réseaux qui ne sont pas cubiques. Merci de votre attention.